l'islam. Alors qui travaille, qui connaît beaucoup aussi. Je suis ce qu'elle fait et on se connaît depuis un moment. Donc je vous donne la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Donc moi j'ai envie de parler aujourd'hui de l'islamisme radical dans les sociétés berbères, hier et aujourd'hui. Hier parce que je pense que pour comprendre le présent, il est toujours nécessaire de questionner le passé. Donc l'histoire est un élément important dans la compréhension du présent. Donc je commence par préciser ce que je désigne par société berbère. Eh bien, je désigne toutes les sociétés qui occupent le vaste territoire qui s'étend des îles Canaries à l'ouest, jusqu'à Siwa en Égypte à l'est et de la mer Méditerranéenne au nord, jusqu'au nord du Mali et du Niger au sud. Donc les sociétés berbères, ce sont toutes ces populations qui occupent ce territoire, qu'elles soient berbérophones ou arabophones. Étant donné que la très grande majorité des arabophones sont en réalité des berbères arabisés. Donc, je ne distingue pas entre berbérophones et arabophones dans ce que je vais dire aujourd'hui. L'islamisme, par le terme islamisme, tout d'abord, j'ai envie de préciser que c'est un terme qui a été créé en Occident. Il n'existait pas dans la pensée musulmane, ni dans l'histoire de l'islam, et le terme lui-même n'avait pas d'équivalent dans la langue arabe. Donc, il a été créé en France, précisément au XVIIe siècle, pour désigner la religion musulmane. Et ce n'est qu'au début du 1980 qu'il a été utilisé comme synonyme de l'islam politique. Cependant, en France, tous les universitaires affirment que l'islam politique est un mouvement contemporain qui n'a rien à voir avec l'islam. Cette définition est évidemment fausse. Non seulement elle est fausse, mais elle ne nous aide pas à lutter contre l'islamisme. Donc, elle a des conséquences très négatives dans le domaine de la lutte contre l'islamisme. Si l'islamisme et l'islam politique, eh bien, il faut savoir que l'islam est politique depuis 622. Autrement dit, depuis que le prophète est parti vivre à Médine. C'est à ce moment-là que l'islam est devenu politique. C'est à ce moment-là qu'il est devenu une religion indissociable de sa dimension politique. Certes, dans l'histoire de l'islam, il y a eu des cas particuliers et certains mouvements qui ont voulu exercer un islam qui n'était pas politique. Ce n'est pas la conception de l'islam qui a fini par s'imposer. Et avant 622, donc l'islam de la période de la Mecque était un islam qui n'était pas politique. En dehors de cela, je ne vois pas d'islam qui n'est pas politique dans l'histoire de l'islam. Maintenant, je reviens aux musulmans. Évidemment, les musulmans ne pratiquent pas tous l'islam au même degré et avec la même manière. On peut dire qu'il y a des musulmans qui se disent musulmans et qui ne donnent aucun intérêt à la charia comme système juridique. Il y a d'autres qui lui donnent de l'intérêt, mais pas trop. Il y a d'autres qui lui donnent énormément d'intérêt et qui veulent que leur vie soit gérée par la charia de la plus petite chose à la plus grande chose. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les islamistes radicaux ou l'islam radical ou l'islamisme radical. Dans le livre d'Ibn Khaldoun, l'histoire des Berbères, il nous donne un caractère intéressant des Berbères. Il nous dit que les Berbères étaient dans un excès de zèle de la pratique des préceptes de l'islam. Excès de zèle dans la pratique de l'islam revient à dire qu'ils étaient dans une pratique exagérée ou une pratique extrémiste de l'islam. L'islamisme n'est donc pas un mouvement nouveau. En effet, si on regarde l'histoire politique du nord de l'Afrique, donc des Berbères, on va réaliser qu'il y a des dynasties berbères qui se reconnaissaient comme berbères, mais qui ont pratiqué un islam très rigoriste, très extrémiste, à la manière de Daesh et des talibans aujourd'hui. Je peux vous donner quelques exemples. Les Morabitoun,
les Al-Mouravides, Al-Mouahidoun, les Al-Mouahad. Mouahidoun, le terme lui-même renvoie à la religion, et Al-Mouahidoun est une dynastie qui a été créée en 1125, et la fin de Mouahidoun, c'était en 1212. Et le Mouahidoun, c'était un groupe de berbères, de jeunes berbères, très radicaux. À leur tête, Ibn Tumart, qui était connu par son islam puritain et extrémiste, et qui ont commencé à mener des guerres pour acquérir le pouvoir. Ils ont réussi, en effet, à avoir tout le Maroc, toute l'Algérie, l'ouest de l'Algérie, et même, je dirais, le Maghreb, le centre du Maghreb, et l'Andalousie. Ils ont imposé à tout le monde un islam puritain, très extrémiste. Et nous savons très bien que le calife de la dynastie Al-Mouahad, Abu Ya'qub Youssef Al-Mansour, qui était à Marrakech, c'est lui qui a discrédité Ibn Rushd, Averroès. C'est lui qui a ordonné de brûler les livres d'Ibn Rushd. Il a interdit l'étude de la philosophie, la consommation de vin et les métiers de chanteur et de danseur. Les Juifs en Andalousie, il les a obligés à se convertir à l'islam ou à quitter l'Andalousie. Donc pour dire que l'extrémisme existait déjà à cette époque-là. Et je voudrais vous donner un autre exemple. Les Aït Ifran, du côté de Tlemcen. La tribu berbère des Aït Ifran au 8e siècle ont adopté la théorie des Kharidjites. Les Kharidjites, vous savez très bien que c'est la doctrine la plus radicale, la plus extrémiste, la plus djihadiste dans l'histoire de l'islam et de la théologie musulmane. Donc on ne peut pas dire que les Berbères ne connaissaient pas l'extrémisme islamique avant le XXe siècle. Maintenant, comment expliquer cet extrémisme? Quelles sont ses causes et quelles sont ses conséquences? Tout d'abord, pour les causes. Je vais aujourd'hui essayer de citer trois facteurs principaux. Le premier facteur est le facteur théologique. Étant donné qu'on est dans le domaine de l'islam, évidemment, le facteur théologique est important. Mais peut-être je commencerai par le facteur politique. Je pense que ce sera plus facile d'enchaîner sur le facteur théologique. Donc, le facteur politique. Nous savons que dans l'islam politique, le pouvoir politique, que ce soit dans l'islam chiite ou dans l'islam sunnite, revient à la tribu du prophète Quraysh. Dans l'islam chiite, il revient à les gens de la maison, comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire les descendants de Fatima et de Ali, la fille du prophète et son gendre. Et pour les sunnites, les Qurayshites. Le pouvoir politique revient aux Qurayshites. Les Berbères qui ne voulaient pas abandonner le pouvoir politique aux Arabes, parce qu'ils avaient le pouvoir politique, beaucoup n'avaient pas d'autres façons de faire pour avoir cette légitimité politique que de prétendre avoir des origines arabes pour accéder à cette légitimité politique. Maintenant, ceux qui ont choisi le kharidjisme, comme les Aït Ifran, ils l'ont adopté au 8e siècle. Parce que les kharidjites, qui est une doctrine qui est née en Arabie au 7e siècle, parce que les kharidjites, justement, ils se sont opposés aux sunnites et aux chiites en leur disant « vous avez usurpé le pouvoir politique ». Leur doctrine politique est fondée sur l'idée que le pouvoir politique doit revenir à tout musulman pieux qui respecte l'islam. Donc ils étaient dans une pratique très pieuse, très extrémiste, mais cela leur donnait une légitimité politique. Et bien certains berbères qui ne voulaient pas dire qu'ils étaient arabes ont préféré le kharidjisme. Donc le kharidjisme a eu des moments de gloire au Maghreb et en Afrique du Nord en général. Ceci sur le plan politique. Il faut savoir que si celui qui détient le pouvoir dit qu'il est les kharidjites, et donc elle est dans une pratique très pieuse de l'islam, il est obligé justement de pratiquer cet islam rigoureux et de l'imposer à la population.
pour ceux qui disaient qu'ils étaient d'origine arabe et des descendants du prophète, c'était la même chose. Il fallait montrer réellement qu'ils étaient dans une pratique très pieuse parce que c'était des descendants du prophète. Et cela, on le voyait encore en Kabylie jusqu'aux années 1980, où certains Kabyles qui se disaient des Marabtans, des descendants du prophète, c'est ce qu'ils prétendaient, ils étaient dans cette pratique très pieuse de la religion. Cela leur donnait un pouvoir social. Donc cette pratique très extrémiste, très pieuse, donnait le pouvoir politique et le pouvoir social. Maintenant, je reviens au deuxième facteur, qui est le facteur théologique. On sait très bien que le Maghreb était traversé au départ par différents mouvements politiques et théologiques. Le kharidjisme, le chiisme, les Fatimides ont vu le jour au nord de l'Afrique avant d'aller s'installer au Caire, et ils étaient donc des berbères, mais qui ont adopté le chiisme. Donc au départ, il y avait ce mouvement de différents mouvements de politiques et religieux, mais après le nord de l'Afrique, toute l'Afrique, si vous regardez sur la carte de la religion aujourd'hui de l'Afrique, vous allez voir que l'Afrique est malikite, à part quelques points comme en Algérie qu'on va voir sur la carte où il y a des ibadites, un peu d'ibadites en Tunisie et en Libye. En général, l'Afrique est sunnite, malikite, ash'arite, soufi. Donc on est dans les trois éléments sunnites, on est des sunnites évidemment, mais malikite, ash'arite, soufi. Si on regarde ces trois doctrines, une théologique, l'autre spirituelle et l'autre juridique, mais les trois ne valorisent pas la réflexion, la pensée, l'esprit critique. Aucune des trois ne valorise la pensée ni l'esprit critique. Évidemment, l'extrémisme, le fanatisme, il se prolifère là où la pensée ne peut pas s'exprimer, là où l'intelligence doit se taire devant la vérité révélée. Et donc, je vais détailler un petit peu pour le malikisme. Le malikisme est né en Arabie Saoudite. Malik ibn Anas, au 8e siècle, a donc fondé le malikisme comme la deuxième doctrine juridique en islam. Il l'a fondé pour déclarer que la pensée humaine n'a pas le droit de s'exprimer dans le domaine juridique, sauf si toutes les autres pistes ont été consultées et qu'elles ne donnent pas de réponse. Quelles sont ces autres pistes? Le Coran, les hadiths, les traditions des compagnons du prophète. Et s'ils ne trouvent pas de réponse dans ces trois trois premières sources, sont des habitudes des gens de Médine, Ahlul Medina. Donc les Berbères au nord de l'Afrique, même s'ils ne trouvaient pas de réponse dans les trois premières sources que je viens de citer, ils devaient regarder vers l'Arabie, vers Médine, car Malik ibn Anas a déclaré Médine comme un exemple de société à suivre pour tous les sunnites malikites, mais pour lui, pour tous les musulmans. Donc, ce malikisme ne laisse aucune place à la pensée, à l'intelligence qu'en dernier recours. Le malikisme a adopté le ash'arisme comme méthode, comme doctrine théologique. Et vous savez que le ash'arisme est une école littéraliste qui prône la doctrine du Coran incréé. Et troisièmement, elle a mis en place un des principes qui ont fait le plus de mal aux musulmans, c'est le principe sans demander comment. En arabe, bila kayf. Autrement dit, un musulman ne doit jamais se poser la question pourquoi. Il doit tout simplement prendre et pratiquer. Il reçoit, il pratique comme on lui dit. Eh bien, l'islamisme, le fondamentalisme, l'extrémisme se prolifèrent dans ce genre de climat. Je terminerai avec le troisième élément qui est d'ordre psychologique. Personnellement, j'ai travaillé beaucoup sur cet élément psychologique, dont j'ai parlé notamment dans mon ouvrage « La nécessaire réconciliation ».
Ibn Khaldoun nous dit que les Berbères étaient dans un excès de zèle de la pratique de la religion. Eh bien, je voulais savoir pourquoi cet excès de zèle. Eh bien, cet excès de zèle ou cette exagération dans la pratique de l'islam, je l'ai expliqué par ce que j'appelle le complexe du nouveau converti. Et les Berbères étaient de nouveaux convertis par rapport aux Arabes. Vous savez que l'islam est arrivé au Maghreb, ou en Afrique en général, pas que le Maghreb, mais l'Afrique du Nord, est arrivé, ou ce qu'on appelait à l'époque Ifriqiya, est arrivé en 698. Et l'islamisation s'est faite sur 2 siècles, selon Gabriel Camps, le spécialiste des Berbères. Alors que les Arabes étaient musulmans au début du 7e siècle. Donc les Arabes sont considérés comme les anciens musulmans, les premiers convertis, et les Arabes aussi étaient les porteurs de la nouvelle religion. Donc les Berbères étaient toujours se considéraient eux-mêmes toujours comme les nouveaux convertis. Et les nouveaux convertis, quand il y a ce complexe, ils poussent les gens à faire un peu plus que ce qu'on leur demande. Et ils vont jusqu'à la radicalité dans leur comportement. Il y a aussi ce que j'ai détecté, de toute manière, je n'ai pas le temps de tout détailler aujourd'hui, mais il y a ce que j'ai appelé le sentiment d'infériorité de certains Berbères, pas tous, mais de certains Berbères par rapport aux Arabes. Pourquoi ? Parce que les Arabes étaient vus comme le peuple que Dieu a choisi, à qui il a transmis un message divin, qui parle la langue arabe, la langue du Coran et même la langue de Dieu. Vous savez que la langue arabe, très vite, a été présentée comme la langue que Dieu lui-même parlait. Et j'ai envie de vous donner une citation de Abdelhamid Ibn Badis, qui est le fondateur de l'association des ulama musulmans algériens, qui est né en 89 et mort en 1940. Dans un de ses écrits, il a dit, pourtant Ibn Badis reconnaissait ses origines berbères, il a dit, il ne peut, et là il parle de Dieu, il ne peut confier un message aussi grand, il parle du message coranique, qu'un peuple qui est grand. Car seules les grandes nations et les grands peuples peuvent entreprendre les grandes tâches. Imaginez qu'un berbère qui entend ces propos, alors que lui n'a pas de message divin à transmettre. Dieu ne lui a confié aucun message divin. Donc on voit là comment il y a une vénération de la part des Berbères pour les Arabes. Ce qui a fait que beaucoup de Berbères ont prétendu être des Arabes, et Ibn Khaldoun a soulevé ce problème dans son livre l'histoire des Berbères, dans lequel il disait que les Berbères prétendaient être arabes et beaucoup d'entre eux détestaient de se dire berbères, de se reconnaître comme berbères. Certains, évidemment, ne l'ont pas fait, surtout, ce phénomène existait surtout dans les grandes villes et moins dans les zones rurales. Et juste une petite idée, qu'en est-il de l'islam radical aujourd'hui dans le monde, enfin des Berbères et de l'islam radical aujourd'hui? Moi, je dirais que les choses n'ont pas beaucoup changé. Pour les mêmes facteurs que je viens de donner, on retrouve les mêmes facteurs qui reviennent et qui alimentent cet islamisme radical et fondamentaliste en France et dans les pays du sud de la Méditerranée. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci, on continue. Il nous reste Hamid